Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les dividendes. Très heureux de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre la chaîne et à regarder mes vidéos à chaque fois. Donc vraiment merci beaucoup, merci pour votre soutien. D'ailleurs, maximum de likes s'il vous plaît, ça m'aide vraiment. Et n'hésitez pas à commenter et à partager aussi cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 actions à dividendes qui me paraissent particulièrement intéressantes au mois de février 2022. Et d'ailleurs, elles me paraissent tellement intéressantes que j'ai personnellement investi dans 2 de ces entreprises il y a seulement quelques jours. Je viens de rentrer dans ces entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer à quel cours je suis rentré et surtout je vais vous expliquer ce que je vais faire parce que je compte me renforcer sur ces entreprises et je vous donnerai les cours auxquels je compte me renforcer, racheter des actions supplémentaires. Donc restez bien à l'écoute tout au long de cette vidéo pour avoir l'ensemble de ces informations. On commence dans un instant, mais juste avant, comme d'habitude, le petit disclaimer, sachez que je ne suis pas conseiller financier, que mon avis exprimé dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, donc c'est super important que vous preniez vos propres décisions, vous faites vos propres choix parce qu'il s'agit de votre argent. Et sachez, comme je vous l'ai dit, que je suis actionnaire de 2 des 3 sociétés mentionnées dans cette vidéo, nouvellement actionnaire. Allez, on commence tout de suite avec la première entreprise qui est le promoteur immobilier Kaufman & Broad. Et d'ailleurs, je tenais à remercier personnellement un de mes abonnés qui s'appelle Damien, qui m'a fait remettre cette entreprise sur mon radar parce que en fait je l'avais en tête depuis un petit moment et franchement je l'avais zappé. Et Damien, lors d'un commentaire sur ma précédente vidéo où je présentais l'intégralité des actions de mon portefeuille PEA, les 30 actions, je vous remets le lien d'ailleurs tout de suite sur l'écran si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, et bien dans un de ses commentaires il m'a parlé de Kaufman & Broad et donc j'ai décidé de m'y réintéresser et effectivement l'entreprise était à un cours vraiment intéressant selon moi. C'est pour ça que j'ai acheté du Kaufman & Broad. Le rendement, il est de 5,6% et je pense qu'il a la possibilité d'augmenter au cours des années à venir et je vais vous dire pourquoi. On commence avec une présentation rapide. Kaufman & Broad, c'est donc un promoteur immobilier. Il a différentes activités de développeur, constructeur de logements neufs. Il construit des immeubles. Il construit également des hôtels, des maisons individuelles ou encore, bien sûr, de l'immobilier tertiaire, donc des bureaux, commerces ou encore entrepôts logistiques. C'est une société qui existe depuis plus de 50 ans. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique du groupe. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire une pause. Ce que je note, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, le groupe a décidé d'étendre son champ d'intervention en intégrant une activité d'investisseur exploitant dans le domaine des résidences gérées, notamment à destination des étudiants et des seniors. Alors ça c'est intéressant, pourquoi ? Puisque l'immobilier c'est un métier qui est extrêmement cyclique, qui dépend de la situation économique et le fait de se développer dans des activités où on va gérer des résidences, notamment donc pour seniors ou pour des étudiants, et bien ça c'est très intéressant parce que même si ça va être dans un premier temps une toute petite activité, ça représente une petite part du résultat de Kaufman & Broad, et bien ça c'est une activité qui est beaucoup plus récurrente, qui amène de la sécurité au niveau des revenus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un move stratégique qui est vraiment intéressant de la part de Kaufman & Broad. Alors, je voulais vous montrer rapidement l'implantation de cette entreprise. Donc, le siège est à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. L'entreprise, vous voyez qu'il n'y a pas 15 000 agences en fait en France, mais elle est présente dans les principales villes de France. Je vous laisse regarder rapidement la carto, en sachant qu'au niveau de l'actionnariat de Kaufman & Broad, il y a eu un petit peu de mouvement au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, en sachant que les salariés de Kaufman & Broad, donc salariés et management, possèdent 15,5% du capital. Donc ça, c'était les chiffres au 30 novembre 2021 et vous avez un actionnaire ici qui s'appelle la famille Rollois. Alors la famille Rollois c'est qui ? Eh bien en fait c'est la famille qui a fondé et qui est toujours propriétaire du promoteur Promogym, un gros promoteur français indépendant, et donc cette famille-là s'est invitée au capital de Kaufman & Broad en plein cœur de la crise Covid. Je crois qu'ils sont rentrés en mars ou en avril 2020 quand le cours était au plus bas de ces 5 dernières années. L'année dernière, elle était aux environs de 13%, un peu plus de 13%, et donc vous voyez que courant 2021, la famille Rollois a profité en fait de cette année 2021 pour encore augmenter sensiblement sa position au capital. La preuve maintenant, c'est eux qui possèdent le plus d'actions, c'est le premier actionnaire aujourd'hui de Kaufman & Broad.
Passons maintenant aux résultats qui viennent d'être publiés. Ils ont été sortis le 27 janvier après clôture de la bourse. Kaufman & Broad a publié un résultat et un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2020. Donc le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 1,28 milliard d'euros en légère progression versus 1,16 en 2020. En sachant que le résultat net a progressé d'à peu près 10% puisqu'en 2020 il était de 40,1 millions d'euros, le résultat net part du groupe, alors qu'en 2021 il s'élève à quasiment 44 millions d'euros. Donc c'est une année de rebond pour Kaufman & Broad en 2021, mais petit rebond quand même, puisque Kaufman & Broad n'a pas retrouvé son chiffre d'affaires de 2019. Il n'a même pas retrouvé d'ailleurs son résultat net de 2019, puisqu'en fait, en 2019, le résultat net part du groupe était de 76 millions d'euros. Là, je vous ai dit 44 millions d'euros de résultat net part du groupe en 2021. Donc, ça veut dire que le résultat net est encore en forte baisse par rapport à 2019, puisque si vous faites 76 divisé par 44, et bien en fait, le résultat net de 2019 était 72% plus élevé que le résultat net de 2021. Donc il y a encore du boulot au niveau de Kaufman & Broad, mais il y a des raisons d'espérer, notamment au niveau de la marge opérationnelle qui, si elle n'a pas retrouvé son niveau de 2019, a quand même rebondi par rapport à 2020. Alors déjà, il faut souligner qu'elle avait quand même bien résisté en 2020 à 6,9%. Et donc là, il y a un rebond de la marge opérationnelle courante à 7,7% du chiffre d'affaires. Bon, on n'est pas au quasi 10% de 2019, mais progressivement, la trajectoire reprend au niveau de cette marge opérationnelle. Autre raison d'espérer, le portefeuille foncier de logement, donc en nombre de lots, continue d'augmenter. Vous voyez, sur les dernières années, 27% plus élevé à novembre 2021 versus novembre 2017. Alors pourquoi ils mettent à chaque fois le chiffre de novembre? Puisqu'en fait, l'exercice clôture à fin novembre chaque année. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent publier sitôt leurs résultats annuels. D'habitude, il y a pas mal de boîtes qui publient plutôt les résultats annuels en février ou en mars de l'année suivante. Et bien à chaque fois, c'est fin janvier pour Kaufman & Broad. Donc on voit que l'accroissement du portefeuille foncier logement a été plus léger entre 2021 et 2020, mais il n'empêche qu'il est quand même en progression. Ce qui est intéressant, c'est le délai d'écoulement des logements qui baisse à 3,7 mois, en sachant qu'au niveau du marché, on est bien plus élevé normalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaufman & Broad sait choisir les bons emplacements, du bon foncier, avec des programmes de qualité qui séduisent la clientèle et qui fait que ces programmes partent beaucoup plus rapidement que la moyenne du marché, où de mémoire on est plutôt vers du 8-9 mois en termes de délai d'écoulement de logement. Donc voilà, ça c'est quelque chose de positif. Donc on voit le backlog global qui progresse bien au niveau de Kaufman & Broad. Donc ça veut dire du chiffre d'affaires à réaliser au cours des années à venir. Autre chose, je vous en parlais tout à l'heure au niveau de l'introduction, Kaufman & Broad investit dans l'entreprise Neoreside, prise de participation de 60% du capital de cette entreprise qui gère aujourd'hui 13 résidences dans 11 villes, ça fait 1400 logements, en sachant qu'il y a un double business model. Le premier, c'est du court séjour avec l'hébergement en moyenne d'une durée d'un mois, et puis du long séjour également avec des baux pour les étudiants, des baux classiques. Donc je vous l'ai dit, ce que j'en pense, que du bien. C'est un move qui est vraiment intéressant, ça a créé de la récurrence, alors même si pour le moment cette activité est toute petite à l'échelle de Kaufman & Broad et que la promotion reste ultra majoritaire, mais pour le coup je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau de Kaufman & Broad, et ils font la même chose aussi au niveau des résidences pour seniors où ils se développent dedans. Donc c'est un axe de développement stratégique pour l'entreprise que je soutiens personnellement. En sachant que Kaufman & Broad a un très bon historique, un bon track record. Quand vous regardez le ROCE, donc c'est le retour sur les capitaux employés, donc c'est les fonds propres et également les dettes, on voit que Kaufman & Broad arrive à générer un retour sur capitaux employés qui est vraiment très intéressant. Au-dessus de 15%, c'est déjà très bien, 15-20%, et on voit que historiquement, on était sur un accroissement de ce ROCE et que ça avait un petit peu baissé en 2019, ça a forcément chuté en 2020, mais là on repart légèrement en croissance. Donc voilà, on peut faire confiance au management de Kaufman & Broad. Jusqu'à présent, les euros investis l'ont été à bon escient et ont créé de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes et particulièrement pour les actionnaires.
Passons maintenant aux perspectives pour l'année 2022. Le management prévoit un accroissement du chiffre d'affaires d'au moins 5%. Au niveau du taux de résultat opérationnel courant, il devrait être supérieur à 7%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il était de 7,7% aujourd'hui, on aurait soit une légère baisse, soit une stabilité du résultat opérationnel courant. Bon, après, si le chiffre d'affaires progresse comme ils l'ont dit d'au moins 5%, ça veut dire que naturellement, le résultat au global en euros va s'accroître, en sachant que bien sûr, ces projections reposent sur une stabilisation de la situation économique et sanitaire actuelle. Un projet qui a fait souffrir un petit peu Kaufman & Broad, en tout cas le cours de l'action selon moi, et qui pourrait vraiment débloquer pas mal de choses si jamais ce projet avançait, c'est le projet de la gare d'Austerlitz à Paris. Donc c'est un chantier qui est énorme, ça fait des années que Kaufman & Broad est dessus, puisqu'en fait ils se sont vus attribuer le chantier de mémoire en 2015. Ça traîne avec beaucoup de recours depuis des années, comme à chaque gros projet, de toute manière, beaucoup de recours d'associations, et donc jusqu'à présent les recours ont tous été rejetés. Le dernier c'était au mois de novembre 2021, donc la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en annulation du permis de construire de Kaufman & Broad pour ce projet là, mais il y a un pourvoi en cassation qui a été formé devant le Conseil d'État contre cette décision de rejet de la cour d'appel, et d'ici un an maximum, normalement on devrait avoir la réponse définitive, et si ça se fait, ça va débloquer beaucoup de valeur parce que c'est un énorme projet. C'est un projet qui va être très rentable pour Kaufman & Broad, donc ce serait une très très bonne nouvelle pour le business de l'entreprise au cours des années à venir. Ça portera vraiment la croissance de l'ensemble de l'entreprise. Puisqu'on parle de croissance et d'activité, ça permet de générer du retour à l'actionnaire. On voit l'historique de retour à l'actionnaire au cours des dernières années. Ce que vous voyez en jaune, c'est des rachats d'actions, et vous voyez que depuis 2020 et notamment l'entrée de la famille Rollois au capital, le management a décidé d'intensifier très fortement le programme de rachat d'actions, et en même temps on a des dividendes qui sont quand même assez intéressants. On va regarder ce que ça donne par action de manière très concrète dans un instant. Si on zoome sur le rachat d'actions, en décembre 2020 il y avait 22 millions d'actions qui composaient le capital, 22 88 023 actions. Il y a eu une annulation de 375 000 actions le 27 janvier 2021, donc ça c'est des actions qui ont été rachetées sur le marché par l'entreprise elle-même, ce qui veut dire qu'on avait donc baissé déjà le nombre d'actions. Il y a à nouveau pas mal d'actions qui ont été achetées en 2021, et il y en a 400 000 qui ont été annulées le 26 janvier 2022, donc de cette année, ce qui fait qu'au 29 janvier 2022, au moment où je tourne cette vidéo, le nombre d'actions qui composent le capital de Kaufman & Broad est de 21 313 023 actions. Ça veut dire qu'en un an et quelques mois, le capital a déjà été réduit de 3,54%. Vous savez que j'aime beaucoup les rachats d'actions et que tout actionnaire devrait les aimer. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça vous permet de vous reluer au capital de Kaufman & Broad, d'augmenter votre exposition, d'avoir une part des bénéfices pour chacune des actions qui est de plus en plus importante. Pourquoi? Puisqu'à bénéfice équivalent, ce bénéfice se divise par un nombre d'actions qui devient de plus en plus petit. Donc vous captez en tant qu'actionnaire une part de plus en plus importante des bénéfices, même si jamais vous n'augmentez pas vous-même votre nombre d'actions et que vous n'en rachetez pas sur le marché. Et donc ça soutient la future croissance des dividendes à venir pour Kaufman & Broad. Et puisqu'on parle de dividendes, regardons ce qui a été versé en 2021. C'était 1,85€ au titre de l'exercice 2020, en sachant que le BPA, donc le bénéfice par action de l'exercice qui vient d'être clôturé, s'élève à 2,06 € par action, et que le management a proposé comme dividende 1,95€ par action, donc dividende qui serait versé en 2022 à partir du moment où il est validé lors de l'assemblée générale, donc par les actionnaires. Bon, en principe, il n'y a pas trop de doute, c'est souvent validé. Ça donnerait donc un rendement 2022 au cours actuel de l'action qui est de 33,90€ au moment où je tourne cette vidéo, et bien un rendement de 5,75%. Alors le payout ratio, il est un peu élevé, il est de quasiment 95%, mais Kaufman & Broad devrait arriver au cours des années à venir à continuer à développer ses résultats, à repartir en croissance avec un résultat net part du groupe en progression, et donc petit à petit ce payout ratio, soit il sera maintenu avec un dividende qui sera en augmentation, soit il va être amené à baisser si jamais le dividende progresse moins vite que le bénéfice par action.
Justement, regardons un petit peu ce qui s'est passé au cours des années précédentes sur Kaufman & Broad. On voit que, alors je vous ai pas mis les années précédentes encore avant 2015, mais il y a eu quelques années quand même difficiles sur les années 2010, début 2010, 2011, 2012, 2013. Il y a eu quelques années où il n'y a même pas eu de dividende qui a été versé par Kaufman & Broad, donc ça il faut quand même le savoir. Donc là, ce qu'on voit, c'est les années de versement, c'est-à-dire que là, c'est ce qui a été versé en 2015 au titre de l'exercice 2014. C'est toujours la même chose. On voit qu'il y avait une progression qui était quand même assez constante, même si là il y a eu un petit peu de stagnation entre 2016 et 2017. On voit qu'en 2019 donc, a été versé au titre de l'exercice 2018 un dividende de 2,50 €. Au niveau de 2020, Kaufman & Broad fait partie des rares entreprises qui ont quand même maintenu le versement des dividendes, donc ça chapeau au management, c'est super important. Ils auraient pu opter pour la solution de facilité de se plier à pas mal d'injonctions de l'État et de stopper ce dividende, mais ils l'ont maintenu. Alors par contre, ils l'ont réduit. Ils avaient annoncé que c'était 2,50 € dans un premier temps, et puis ils l'ont baissé de 75 centimes d'euros pour verser 1,75 € donc en 2020 au titre de 2019. Et donc en 2021, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a quelques secondes, 1,85 € ont été versés. Cette année, ce sera en progression avec 1,95 €. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse effectivement, progressivement repartir en croissance. Alors c'est déjà le cas cette année, il est en croissance par rapport à celui de l'année dernière, le dividende qui sera versé en 2022 au titre de 2021. Et moi, ce que j'espère, c'est que petit à petit, on puisse se reprojeter vers des dividendes à 2 €, 2,10 €, 2,20 € et même 2,50 € comme c'était le cas en 2019 au titre de 2018 et comme c'était prévu en 2020 au titre de 2019. J'ai donc investi sur l'action Kaufman & Broad juste avant la publication des résultats de l'année 2021. J'ai acheté 30 actions donc il y a quelques jours. Mon prix de revient unitaire moyen, il est de 32,91 €. Ça représente un investissement initial d'un peu moins de 990 €, en sachant que je me suis fixé comme premier objectif de pouvoir monter à 100 actions dans un premier temps. Alors quand je dis dans un premier temps, ça dépendra aussi du cours de bourse. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me renforcer sous les 30 €. Si jamais je pouvais me renforcer sur du Kaufman & Broad aux alentours des 28, 29 €, franchement, je serais très content de pouvoir avoir cette entreprise à ce prix-là. Et c'est quelque chose que je garderai vraiment pour le long terme. Donc voilà, je trouve que c'est une belle boîte qui est bien gérée, qui a un petit parfum spéculatif aussi avec la famille Rollois. Je vous le rappelle, qui se renforce ce capital régulièrement depuis 2 ans, même si elle a encore dit dernièrement qu'elle n'envisageait pas de faire une OPA, mais pour le coup c'est quand même intéressant d'avoir cet actionnaire qui monte progressivement. Donc voilà, c'est une action que j'ai l'intention de garder pour le long terme et sur laquelle je compte me renforcer pour pouvoir toucher de plus en plus de dividendes. Au niveau de l'action, au cours des 5 dernières années, il y a eu des opportunités, notamment au niveau de la crise Covid où elle était tombée à 20 € et c'est à ce moment-là justement que la famille Rollois en a profité pour acheter ses 2 premiers pourcents du capital de Kaufman & Broad. Là, je vous ai mis la courbe au cours des 12 derniers mois, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Ce qu'on voit, c'est que l'action a baissé de 10,44%. On voit que dernièrement, elle a quand même pas mal baissé. Donc moi, j'ai profité de ces creux de marché pour pouvoir rentrer sur l'action Kaufman & Broad. Le minimum des 52 dernières semaines, c'est 32,15 €. Donc peut-être que si jamais le marché continue de s'étendre un petit peu, elle pourra passer sous les 30 €. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'en profiterai à ce moment-là pour pouvoir me renforcer. Alors oui, petite précision quand même, quand on divise la capitalisation boursière actuelle de Kaufman & Broad, donc les 732 millions d'euros divisé par les 44 millions de résultats nets par du groupe, ça donne pas un PER, un ratio cours sur bénéfice de 11,85, mais plutôt de 17 fois, donc le PER est de 17 fois. Donc là, il y a une erreur quand vous voyez ce screenshot que j'ai fait sur Google. Donc aujourd'hui, l'entreprise n'est pas donnée, mais quand on l'achète à ce PER là, en fait, on mise sur un rebond des résultats. Et si Kaufman & Broad arrive progressivement à se redresser au niveau de ce résultat net part du groupe qui a que légèrement progressé cette année versus 2020, et bien petit à petit, l'entreprise deviendra plus intéressante en termes de niveau de valorisation. Et puis après, si l'entreprise continue à racheter ses actions pour les annuler, et ben c'est pareil, c'est quelque chose qui fera baisser le price earning ratio tout naturellement. On continue avec la deuxième action de ce top 3 des actions à dividendes du mois de février 2022 et l'entreprise espagnole ACS. C'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Je vous mets tout de suite le lien de cette vidéo. C'était une vidéo où je vous montrais quelles étaient les actions qu'on pouvait éventuellement acheter pour recevoir un dividende tous les mois dans son PEA, et ACS faisait partie de ces entreprises. Je vous ai mis le code ISIN ici puisque vous me l'avez réclamé dans des commentaires de vidéos de mettre les codes ISIN des actions pour être sûr de ne pas
va vous planter quand vous faites des recherches, quand vous voulez acheter une action. Donc le code ISIN pour l'acheter donc sur le marché espagnol, il est indiqué ici. Et donc cette action génère un rendement de 6,27%. Pour info, la photo que je vous ai mise ici, c'est un pont qui a vraiment été réalisé aux États-Unis par l'entreprise ACS. Et comme vous allez le voir, les États-Unis représentent une zone géographique extrêmement importante pour cette entreprise. Alors ACS, c'est quoi? Eh bien ACS, c'est un énorme groupe présent surtout dans les infrastructures. Donc les infrastructures, ils font des tunnels, ils font des ponts, il y a du BTP du coup de manière générale. Ils ont aussi la concession, ils sont actionnaires en tout cas du leader mondial des concessions autoroutières. Ils ont aussi un second pôle, Industrial Services, qui a été revendu en quasi-totalité à l'entreprise française Vinci, mais ils gardent quand même quelques activités et puis ils ont des activités de service également. Alors quand je vous disais dans les infrastructures, ils étaient notamment actionnaires, et c'est un très gros actionnaire du leader mondial de la gestion des infrastructures autoroutières, Abertis. Vous voyez là tous les pays dans lesquels Abertis est présente et donc gère des autoroutes. En France, c'est par exemple les autoroutes Aliénor ou encore la SANEF. Donc voilà, ça c'est des revenus qui sont extrêmement récurrents et qui ont fortement rebondi en 2021, même si ACS n'a pas encore publié ses résultats au moment où je tourne cette vidéo. Mais au cours des 9 premiers mois, on voit un rebond très important du cash généré par les autoroutes pour ACS. Quand je vous disais que l'Amérique du Nord c'est une zone géographique importante, vous voyez, moi ce qui me plaît au niveau d'ACS, c'est que c'est un bon véhicule pour pouvoir se diversifier géographiquement. En effet, ACS, vous voyez, il y a 60% du business qui est fait en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Vous avez 20% du business qui est fait en Australie et après 17% c'est l'Europe, et on finit les 100% avec les 3% en Asie et 1% en Amérique du Sud. Donc voilà, pour être exposé à l'économie nord-américaine et l'économie australienne, et donc se diversifier, éviter d'avoir des entreprises que franco-françaises qui font du business qu'en France et en Europe. Alors même si vous avez des grands du CAC 40 qui font du business partout sur la planète, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon véhicule pour s'exposer à ces zones géographiques et diversifier son risque dans notre portefeuille. Les résultats à 9 mois, puisque je vous rappelle que les résultats 2021 n'ont pas encore été publiés au moment où je tourne cette vidéo, ils sont plutôt bons, même s'il y a une décroissance légère des ventes. Vous avez un EBITDA qui a progressé, vous avez un profit net qui progresse de plus 25% et une dette financière nette qui baisse de manière sensible par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Le groupe rebondit très fortement. Ce qui me rend positif aussi au niveau d'ACS, c'est que le backlog, donc les projets qui sont signés et donc qui vont délivrer du chiffre d'affaires au cours des années à venir, eh bien représente plus de 2 fois le chiffre d'affaires annuel. Donc il y a 2 années de chiffre d'affaires qui sont déjà signés, qui sont dans le pipeline et qui demandent qu'à être délivrés. Donc ça c'est pareil, c'est positif, avec une belle croissance de la zone australienne et également en Espagne, suivi par les USA avec plus 3% au niveau du carnet de commandes. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors même si jamais je lis pas bien l'espagnol, j'ai bien aimé quand j'ai vu ce communiqué de presse, puisqu'en fait ça veut dire quoi ça veut dire que ACS a annoncé une réduction de capital. Et ouais, ACS rachète ses propres actions et a décidé d'annuler une partie de son capital. Donc ça c'est tout bon, comme vous le savez, pour les actionnaires. Ce rachat d'actions, en fait, il n'est pas nouveau, puisqu'en fait en 2019 il y avait un peu plus de 314 millions d'actions qui composaient le capital d'ACS. Il y en avait plus que 310 millions en octobre 2020, 305 millions en novembre 2021. Et là, quelques jours avant l'enregistrement de ma vidéo, ACS vient d'annoncer l'annulation de 10 millions d'actions que ACS possédait, qui étaient en autocontrôle. Et donc le nombre d'actions qui composent le capital d'ACS aujourd'hui à fin janvier, eh bien s'élève à un peu moins de 295 millions d'actions. Ça fait donc une réduction du capital de plus de 6% en seulement 2-3 ans. Donc ça, encore une fois, c'est un signal qui est extrêmement positif et qui est très bon pour les actionnaires d'ACS et pour les futurs dividendes. Alors puisqu'on parle de dividendes, sachez que pour des entreprises étrangères, il y a souvent des retenues à la source. En Espagne, c'est 19%. Et cette retenue à la source, comme on est dans le cadre d'un PEA, en tout cas si vous l'achetez dans le cadre d'un PEA, vous pouvez l'acheter aussi sur un compte titre ordinaire, un CTO, mais si vous l'achetez dans le cadre d'un PEA, étant donné que c'est une enveloppe qui est défiscalisée et qu'on ne paye pas d'impôt dessus à partir du moment où on ne le clôture pas au cours des 5 premières années, eh bien on ne peut pas récupérer cette imposition. Les accords de non-double imposition ne fonctionnent pas puisqu'on est dans cette enveloppe fiscale du PEA. Donc ces 19%, sachez-le, sont définitivement perdus, mais même avec cette retenue
retenue à la source, vous allez voir que c'est super intéressant d'être actionnaire d'ACS selon moi, puisque le dividende qui a été versé en 2021 au titre de 2020 s'élevait à 1,722 euros. Donc ça, c'était avant la retenue à la source de 19%, en sachant que le bénéfice par action s'élevait à 1,95 €. Ça donne un payout ratio qui était quand même élevé de 88%, mais dès cette année, ça va baisser, c'est sûr, parce que le bénéfice par action va rebondir très fortement, en sachant qu'au niveau du rendement 2022, je ne sais pas quel est le dividende que ACS va décider de verser, mais si jamais, au cours actuel de l'action, l'entreprise versait un dividende au moins équivalent à celui de l'année dernière, même quand on le minore des 19% de retenue à la source de l'État espagnol, ça donne un rendement de 6,27%. Donc pour moi, un rendement de plus de 6%, c'est super intéressant, en sachant qu'il y aura le potentiel, si l'entreprise se développe bien, de pouvoir augmenter ce dividende au cours des années à venir. Alors après, il y a l'inconnu quand même, Industrial Services, la partie qui a été revendue à Vinci. Il faut voir comment l'entreprise va se comporter suite à cette vente, parce que c'était quand même un gros pôle. Il va falloir qu'elle trouve des relais de croissance pour pouvoir rebooster son bénéfice par action, mais il n'empêche que 6,27%, pour moi, ça se refuse pas, et je vous dis ça, ce rendement en fait est calculé en fonction du cours actuel de l'action au moment où je tourne cette vidéo, qui est à 22,25 €. Le dividende d'ACS est versé en 2 fois, c'est un dividende qui a un acompte au mois de février et un dividende final au mois de juillet. Alors sur février, ce sera versé le 1er février 2022. Moi personnellement, je ne toucherai pas l'acompte, même si j'ai acheté des actions ACS. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté des actions ACS il y a seulement quelques jours et que le dividende avait déjà été détaché de l'action ACS, donc je ne percevrai pas cet acompte. Par contre, j'aurai bien le dividende final du mois de juillet. L'acompte, c'est un signal qui est positif. Il a été en augmentation de 3,4%, puisque c'est 0,468 € par action qui vont être versés versus 0,452 l'année dernière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ACS a proposé à ses actionnaires une option de paiement en action de ce dividende. Donc si jamais cette option était validée par l'ensemble des actionnaires, ce qui n'arrivera pas, eh bien ça ferait une augmentation de capital de 2%, le nombre de titres en circulation de 2%, mais ACS a déjà prévu le coup parce qu'ils annuleront autant d'actions que nécessaire pour que ce versement de dividendes en actions n'altère pas le nombre d'actions, n'augmente pas le nombre d'actions qui composent le capital d'ACS. Donc il y aura une annulation du même nombre d'actions nouvelles qui auront été créées pour verser ce dividende. Le management d'ACS a décidément pensé à tout. Je voulais vous proposer de prendre un petit peu de recul sur le dividende d'ACS pour vous montrer que effectivement, pour moi, il est quand même soutenable dans le temps, notamment par rapport aux earnings, donc per share. Donc c'est quoi ? C'est les bénéfices par action. On voit que les bénéfices ont augmenté au cours des différentes années, jusqu'en 2019. Bien sûr, au niveau de 2020, avec la crise Covid, ça a chuté de manière très importante. Et c'est pour ça que le payout ratio était de 88% au niveau de l'année 2020. Mais en temps normal, on est sur un payout ratio qui est bien plus faible. Si vous prenez ici le dividende, donc avant retenue à la source de 19%, le dividende d'1,99 € qui a été versé au titre de l'exercice 2019, et bien quand vous prenez le dividende de 1,99 € qui a été versé divisé par le bénéfice par action de 3,13 €, je vous fais le calcul en live, on arrive à un payout ratio de 63,58%. Donc là, c'est tout à fait tenable dans le temps. Donc sachant que le bénéfice par action va repartir à la hausse au niveau de 2021 de manière sûre et certaine. Après, je vous dis, le point d'interrogation, c'est quand même la vente d'Industrial Services en quasi-totalité à Vinci. Alors ça génère beaucoup de cash, l'entreprise va être complètement désendettée, mais j'attends de voir ce que ça va donner au niveau du périmètre complètement retraité et au niveau des résultats pour voir si à l'avenir on va pouvoir repartir sur un dividende au moins stable ou en croissance. C'est vraiment le petit point d'interrogation que j'ai, et comme tout le périmètre n'est pas revendu, je ne peux pas tout retraiter, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire les calculs maintenant. Donc j'attends avec impatience la mise à jour de ces éléments de la part de l'entreprise ACS, vraisemblablement lors de la publication de ses résultats 2021 qui arrive prochainement. J'ai investi quand même au niveau d'ACS parce que je trouve que c'est une opportunité. J'ai acheté 22 actions, donc compte tenu du poids de mon portefeuille, c'est pas grand chose à mon échelle. J'ai pris 22 actions juste pour prendre position au niveau d'ACS. Mon prix de revient unitaire, il est de 22,37 €. Ça
représente donc un investissement initial d'un peu moins de 493 euros. Et donc au niveau de cette entreprise, moi je me suis fixé un objectif d'avoir au moins 150 actions ACS. Alors ça dépendra des opportunités de marché, ça dépendra des liquidités dont je dispose, parce qu'il y a beaucoup d'actions sur lesquelles je veux me renforcer, il y a beaucoup d'actions que je veux acheter et je pourrais pas tout acheter, je pourrais pas tout faire. Au bout d'un moment, les liquidités, eh bien ça a une limite, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc en fonction des opportunités de marché, si le marché continue de baisser, que l'entreprise descend sous les 21 euros au niveau de son action, et bien là ce sera un premier objectif de renfort. Et puis surtout, si jamais elle passe sous les 20 euros, là je pense que je me renforcerai de manière plus sensible effectivement sur l'entreprise ACS dans le but d'atteindre mon objectif de 150 actions. On continue avec la troisième action de ce top 3 des actions du mois de février 2022, les actions à dividendes avec l'entreprise Wendel. Pareil, je vous ai mis le code EASIN ici pour que vous puissiez la retrouver facilement chez votre courtier. Le rendement de l'entreprise est de 3,04%. Alors vous allez voir qu'il y a un objectif double au niveau de cette entreprise. Il y a l'objectif de rendement sur le très long terme, puisque le rendement n'est pas dingue, mais il dépasse quand même les 3% actuellement. Et puis un objectif de revalorisation aujourd'hui au niveau de Wendel qui m'apparaît comme étant assez décoté. Wendel, c'est une entreprise qui est très ancienne puisqu'en fait elle a 318 ans. Elle est née en 1704 dans l'est de la France, en Lorraine. À la base, c'était des activités pendant près de 300 ans qui étaient des activités industrielles et principalement sidérurgiques. Seulement dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier, la crise énergétique. Ça a été la Bérésina au niveau de la sidérurgie et donc l'État français est intervenu et a nationalisé les activités de production d'acier du groupe puisqu'à l'époque, je crois que c'est 70-80% de l'acier en France qui était produit par Wendel. Donc c'était une entreprise qui était vraiment stratégique. Donc nationalisation par l'État et les activités qui n'étaient pas dans la sidérurgie ont été regroupées dans une autre entreprise. Et donc Wendel a commencé cette activité de capital investissement en investissant pour le long terme. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique du groupe, ça vous intéresse. Je vous invite à faire pause dans la vidéo et à lire ce qui est écrit sur l'écran. Là on explique effectivement tout ce qui s'est passé. Et oui, quand je vous disais 70-80%, en 1975, Wendel produisait 72% de l'acier brut français. Donc c'était vraiment une entreprise extrêmement stratégique pour l'État. En tout cas, sur les 40 dernières années, elle s'est transformée en une société d'investissement, société qui est cotée à la bourse de Paris. C'est des investissements de long terme qui sont effectués donc par la famille Wendel, qui est son actionnaire de référence. Aujourd'hui, il détient encore quasiment 40% du capital. C'est 1120 actionnaires familiaux qui sont réunis au sein de Wendel Participation. Donc il y a un petit peu de monde, en sachant que Wendel a eu historiquement le nez creux puisqu'ils ont investi dans des boîtes telles que Capgemini, Biomérieux, Stalergen. D'ailleurs Stalergen, personnellement j'étais actionnaire aussi et j'ai pu bénéficier de l'OPA qui a eu lieu il y a quelques années. Ils ont investi dans Valeo, dans Afflelou, dans Editis, la maison d'édition qui aujourd'hui est possédée par Vivendi et donc Vincent Bolloré, ou encore l'entreprise Legrand. Donc Wendel historiquement a flairé des bons coups et a fait des très très bons investissements et a réussi à développer de manière importante son capital. Aujourd'hui au niveau de l'actionnariat, comme je vous le disais, l'entreprise est possédée à 40% par la famille Wendel. Vous avez 38% du capital qui est aux mains des investisseurs institutionnels. Les salariés possèdent 2,3%. Il y a 2% du capital en autodétention. Ça c'est plutôt pas mal puisqu'à un moment donné Wendel pourra annuler ses actions tout simplement pour pouvoir justement reluer les actionnaires au capital de l'entreprise. Et les investisseurs individuels représentent quand même 19% du capital de Wendel. Donc, ce qui est important dans ce genre d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'actif net réévalué, l'ANR. L'ANR, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est tout ce que possède l'entreprise, la valeur de ce que possède l'entreprise, moins les dettes. Vous retirez les dettes financières, prenez les valeurs des participations cotées. Ils ont aussi des entreprises qui sont non cotées. Alors, comment on valorise du non coté ? Eh bien, notamment quand il y a des transactions qui se font donc hors cote, on regarde les multiples de valorisation et donc on les applique au niveau de ces participations non cotées. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est notamment ça qui permet justement de faire un mix de tout ce que possède l'entreprise Wendel, moins les dettes. Et si on regarde l'ANR de 2020, eh bien qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en 2020, il avait fortement baissé cette ANR, normal, avec ce qui s'est passé, avec les confinements, avec la chute des marchés. Eh bien forcément, la valeur des participations avait fortement baissé. Donc vous voyez, au 31 mars 2020, l'ANR était tombé à 118,20 €. Il a fortement rebondi tout au long de l'année 2020. Pareil en 2021, alors au moment où je tourne cette vidéo, l'ANR n'a pas encore été
été publiés en ce qui concerne le 31 décembre 2021. Le dernier qu'on a, c'est celui du troisième trimestre 2021 qui s'élevait à 184,50 €, en sachant que l'ANR qui a été publié à fin S1 2021 à 189,10 €, c'est un ANR historique, record historique d'actifs nets réévalués pour Wendel. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder combien vaut l'action par rapport à cet actif net réévalué, et souvent ce genre de société d'investissement nous permet d'acheter l'entreprise pour une valeur inférieure à son actif net réévalué. Justement, puisqu'on parlait des participations, eh bien voilà ce que possède Wendel. En tout cas, vous allez voir qu'il y a un petit peu de changement, mais je vais vous expliquer juste après. La première grosse position de Wendel, c'est quasiment 36% qu'il possède du capital de Bureau Veritas, qui est coté à Paris. Ils ont récemment fait une OPA sur Tarkett avec la famille de Coninck, donc ils possèdent un peu moins d'un quart du capital de Tarkett. Vous avez une entreprise qui s'appelle Crisis Prevention Institute, ils possèdent quasiment 100%. Il y a également IHS, alors ça je vais vous en parler parce qu'il y a de l'actualité au cours des 6 derniers mois, donc IHS Towers qui ont des infrastructures télécom notamment en Afrique. Donc voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de participations. Alors Wendel, ils avaient quand même au cours des années précédentes pas vraiment fait tourner leur portefeuille, et ce qui est important dans ce genre de société, c'est de faire tourner son portefeuille, c'est-à-dire de matérialiser ses plus-values, de déceler d'autres opportunités sur les entreprises qui sont sous-valorisées ou qui ont un gros potentiel de développement, et donc de réinvestir cet argent dans différentes entreprises qui vont croître et qui vont faire croître le capital de Wendel. Mais donc au cours des années précédentes, ils ont été quand même assez mollo. Donc là, ils se sont réveillés. Ils ont finalisé la session de Chromology. Donc Chromology a été revendue. Cette transaction a généré un montant de liquidité nette de 900 millions d'euros, 896 millions d'euros, soit 358 millions d'euros de plus que sa valorisation dans l'ANR publiée avant l'annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021. Donc quand je vous dis qu'on a la possibilité d'acheter du Wendel pour moins cher que son ANR, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANR, des fois, il est même sous-évalué, et on le voit bien là, puisqu'ils ont réussi à revendre avec une valeur encore bien plus importante que celle qui était inscrite dans les comptes de l'entreprise au niveau de l'ANR à fin S1 2021. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, Wendel a fait un achat aussi, c'est tout récent, annoncé le 24 janvier 2022. Ils ont signé un accord pour acheter ACAMS. Donc ACAMS, c'est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière. C'est un réseau mondial présent dans 175 pays qui comporte 90 000 membres, et la société en elle-même est présente principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service du coup de sa base de clients internationaux. Et cette boîte emploie 275 personnes pour un chiffre d'affaires de 83 millions de dollars et une marge d'EBITDA de 21%, puisqu'on est sur 18 millions de dollars d'EBITDA réalisé en 2021 à fin septembre. Donc voilà, Wendel est en train de bouger, en sachant que Wendel verse un dividende qui ne génère pas un taux de rendement de dingue, mais un dividende qui historiquement est quand même plutôt en croissance, en tout cas si on regarde les 10 dernières années. Donc vous voyez, au niveau de l'exercice 2011, c'est 1,30 € de dividende qui a été versé. Ça a augmenté sensiblement en 2012 au niveau de l'exercice de 2012, donc versé en 2013. Et donc vous voyez une croissance ininterrompue jusqu'en 2018, donc l'exercice 2018 versé en 2019 était à 2,80 €, et donc là avec la crise Covid, eh bien au niveau de l'exercice 2019, il était prévu dans un premier temps de verser 2,90 € de dividendes par action, donc toujours en croissance, mais par rapport à la crise, le management a décidé finalement de verser un dividende stable. Encore une fois, c'est déjà très bien d'avoir versé un dividende en 2020 en pleine crise Covid. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont fait en France, donc voilà, le dividende n'a pas augmenté, mais il a été maintenu. Et en revanche, en 2021, au titre de l'exercice 2020, il a bien été de 2,90 €. Donc la croissance du dividende de l'entreprise Wendel a repris en 2021 au titre de 2020. Maintenant, comme je vous le disais, Wendel possède une partie de son capital, et au cours des années précédentes, elle a racheté des actions qu'elle a annulées. Donc le nombre d'actions a baissé de quasiment 5% entre fin décembre 2016 et fin décembre 2021. Donc ça permet de relever l'ensemble des actionnaires au capital et de soutenir la croissance du dividende. On aime quand il y a des rachats d'actions, et franchement en ce moment on est gâté, ça se multiplie chez pas mal d'entreprises, et c'est le cas notamment l'entreprise Wendel. Alors on peut voir que les actionnaires sur le long
long terme, hein, sur le très long terme, sont gagnants. Mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis 8 ans, l'entreprise, le cours de bourse a quasiment plus rien fait. Depuis 8 ans, donc hormis dividendes, c'est un petit peu compliqué pour les actionnaires de Wendel. Donc c'est pour ça que la famille Wendel a priori demandé au management d'accélérer sur la rotation des actifs pour pouvoir créer de la valeur. Donc ça, c'est super important pour pouvoir faire monter le cours de l'action, et c'est ce que souhaite la famille Wendel. Si on regarde au cours des 5 dernières années, l'action est même en baisse de 14%. Donc c'est pas un joli parcours. Alors là, les dividendes sont pas inclus dedans, mais honnêtement, il y a pas mal d'entreprises qui ont fait bien mieux que ça sur les 5 dernières années. Forcément, avec le Covid, eh bien, le cours avait chuté juste au-dessus de 60 €. Donc il y avait un point d'entrée qui était assez exceptionnel. Maintenant, depuis fin 2021, l'entreprise a bien baissé. On va le voir juste après. Vous voyez, le pic était aux alentours des 126,50 €, 127,50 €. C'était au mois de septembre 2021. Et depuis, le cours de l'action a fortement baissé, a perdu un peu plus de 25%, en sachant qu'en ce moment, on n'est pas très loin des plus bas des 52 dernières semaines à 91,75 €. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 95,45 €. Donc voilà, il y a une grosse baisse de l'action Wendel. Moi personnellement, je suis à l'affût au niveau de Wendel. Je ne suis pas encore actionnaire. J'aimerais bien, alors c'est un doux rêve, je ne sais pas si l'action baissera jusque-là, mais j'aimerais bien, dans le cadre d'un mouvement de marché plus global, arriver à choper l'action Wendel vers 80-82 €. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est clair que c'est un peu ambitieux comme objectif pour rentrer. Donc peut-être que je choisirais de rentrer par palier et d'essayer, si jamais l'action passe sous les 90 €, de commencer à rentrer vers 88-87 € et après de renforcer de manière plus importante si jamais l'action continue de baisser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au dernier actif net réévalué, eh bien l'action décote de 48%. Donc quand vous achetez l'action Wendel à 95,45, vous achetez pour 48% moins cher ce que l'entreprise possède réellement net de dette. Alors il est quand même très probable que l'actif net réévalué va baisser. Alors pas dans des proportions dingues à mon avis à fin décembre. Par contre, si jamais les marchés continuent à baisser en ce moment, eh bien l'ANR au 31 mars 2022 sera forcément en baisse, donc la décote va se réduire mécaniquement. Mais honnêtement, en achetant avec une décote de 48-50% sur l'actif net réévalué, je pense qu'on a une marge de sécurité qui est quand même assez intéressante avec ce fameux dividende qui n'est pas dingue, mais qui est en croissance récurrente, régulière chaque année, hormis pendant la crise Covid, donc en 2020. Mais sinon, on est sur quelque chose qui est quand même stable. Donc si jamais vous êtes plutôt du genre à faire des investissements qu'on appelle le bon père de famille, vous voulez pas une volatilité super folle et vous voulez investir dans des choses qui sont solides, vous acceptez de gagner un peu moins mais d'avoir des revenus récurrents et qui progressent juste année par année un petit peu de quelques pourcents, eh bien Wendel, ça peut être une position qui est intéressante. Et moi, comme je vous l'ai dit, je m'y intéresse vraiment fortement. En sachant que pourquoi l'action a baissé sur ces derniers mois, il y a les marchés bien entendu, mais il y a aussi le fait qu'une de ses filiales, en tout cas il est actionnaire d'IHS, IHS Towers, eh bien une de ses filiales a été introduite à la bourse de Paris comme je vous le disais, et en fait l'introduction, vous le voyez, c'est mal passé puisque l'entreprise perd plus de 33% par rapport à son cours d'introduction. Donc ça forcément, ça va se ressentir sur l'actif net réévalué de Wendel, donc ça joue vraiment en sachant que IHS Towers, c'est des tours télécom, c'est normalement un actif qui vaut vraiment cher, qui génère des marges exceptionnelles, un bon cash flow, donc on peut espérer que ça puisse se redresser dans le futur, mais c'est sûr que ça impactera l'ANR dans un premier temps de l'entreprise Wendel. Et si on compare Wendel avec Eurazeo, qui est une autre société d'investissement qui est cotée à la bourse de Paris, eh bien qu'est-ce qu'on constate ? On constate que depuis 5 ans, Wendel est carrément à la traîne puisque Eurazeo progresse de 36% sur les 5 dernières années et Wendel, à contrario, baisse de 14,39%. Donc on voit que Eurazeo a surperformé l'entreprise Wendel au cours des 5 dernières années. Il valait mieux être actionnaire d'Eurazeo que de Wendel. Alors pourquoi Eurazeo a surperformé Wendel et pourquoi Wendel a sous-performé Eurazeo ? Eh bien c'est à mon sens parce que Eurazeo, selon moi, a été beaucoup plus active sur l'ensemble de son portefeuille. Ils ont fait des investissements dans l'entreprise technologique, dans le digital. Ils ont vraiment bien bougé, ils ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. Wendel a été beaucoup plus prudent, a fait moins de rotation, moins d'investissement
d'investissement et donc du coup Eurazeo a pris de la valeur là où Wendel a détruit de la valeur pour le moment pour ses actionnaires au cours de ces 5 dernières années. Donc peut-être que là, Wendel, avec le déclic, avec la rotation des actifs, il y a un coup à jouer au niveau de l'action et qu'on va pouvoir avoir une belle revalorisation de l'action Wendel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un maximum de likes s'il vous plaît et de partage. Abonnez-vous également en activant les notifications et puis commentez également, dites-moi ce que vous en pensez directement en dessous dans les commentaires. On discute ensemble et on échange sur cette vidéo et sur tous les sujets que vous voulez aborder. Merci encore et à très vite sur Investir dans les dividendes. Ciao!